Comme venait de le dire l'honorable Tchikouma, c'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole ici. Je suis arrivée à l'IFASIC en 1987. Après une année de droit, je n'avais pas pu obtenir mon inscription. Et donc, je me suis dirigée à l'IFASIC en attendant cette fameuse inscription qui finalement n'arrivera jamais. Et j'ai un parcours à l'IFASIC. Je suis avec vous et je suis enseignante. Et donc, je disais qu'il est difficile de parler après de si bons orateurs. Nous avons suivi Madame Boacha, Zouzi et le député, l'honorable Tchikouma. Donc, j'arrive à la fin. Nous avons un avantage, c'est que Madame, qui est juriste, a comme ça donné les différents concepts et vous les a expliqués, donc nous n'y reviendrons plus. Nous allons vous faire part des expériences de vie, ce que nous avons rencontré dans le métier, ce que nous avons vécu et ce que nous sommes devenus par la suite. J'aimerais dire que pour vous, étudiants et étudiantes de l'IFASIC, j'estime que vous êtes privilégiés. Privilégié, pourquoi? Parce que de notre temps, je vous ai dit, j'arrivais en 1987 ici, certains n'étaient peut-être pas nés ou venaient de naître, et bien ces différents forums ne se tenaient pas. Nous n'avons pas eu cet avantage. Nous nous formions seuls et il y avait très peu de bibliothèques à travers cette ville. Donc demandez-vous comment nous faisions. Donc c'est une opportunité que l'IFASIC vous offre, profitez-en. Dans mon propos, je parlerai, comme je l'ai dit, des histoires de vie. Ici, je vous emmène, toujours dans cet espace. En 1989, j'arrivais en deuxième année de graduat. Nous recevions ici Madame Ekilani Yonda, qui était ministre de l'Information. Elle était en visite. À la fin de sa visite, elle demande au DG Malembe, je ne sais plus si c'était recteur, c'était DG, oui, voilà, au DG Malembe, de lui envoyer quelques jeunes dames pour renforcer l'équipe de Téléspeakerine. Et donc, parmi les 6 femmes qui avaient été désignées, sélectionnées par l'ISTI, eh ben, je faisais partie de ce groupe. Pourquoi? Parce que en son temps, comme je l'ai dit, avec un seul média, vous avez tous les yeux et les projecteurs braqués sur les femmes. Et il y avait une très forte... Avec la libéralisation du secteur médiatique, nous avons plusieurs télévisions. Et vous avez l'avantage de CanalSat qui vous offre en plus. La pression commence à diminuer, pénétration. Il y a bien d'autres problématiques qui sont alignées et qui montrent que ce sont des violences. Par exemple, le fait de dénigrer une femme. Dans le dénigrement, c'est vrai, quand on parle de violence basée sur le genre, il ne faut pas seulement penser que c'est fait sur les femmes. Un homme également peut s'en plaindre vis-à-vis d'une femme. Mais ici, dans notre contexte, et même ailleurs, ce sont les femmes qui en subissent les conséquences. Non seulement par le fait qu'elles sont différentes des hommes physiquement et physiologiquement, mais parce que dans la plupart des cas et dans plusieurs contextes, ce sont les hommes qui ont le pouvoir et très peu de femmes. Ici, pour moi, c'est aussi l'occasion de lancer un cri vis-à-vis des femmes. C'est vrai que nous réclamons aujourd'hui plus d'attention. C'est vrai que nous sommes les premières à être les victimes de revendiquer, mais il est également bon de reconnaître que, en tant que femme, il y a beaucoup de choses que nous devons faire et surtout changer. Et c'est possible. Régulièrement, lorsque je tiens ce genre de discours devant un auditoire, on me dit les questions qui nous arrivent. Mais l'on dit qu'il y a 52% des femmes. Si toutes, en âge de voter, pouvaient s'enrôler et voter une femme, mais vous changerez le cours du monde. Pourquoi est-ce que les femmes ne votent pas les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes ne soutiennent pas les femmes?
Ça, c'est une question. Il faut qu'on se la pose. C'est un grand défi. Lorsqu'on prend conscience de cela, eh bien, le changement commence à s'amorcer. Mais lorsqu'on ne prend pas conscience que nous-mêmes, nous sommes nos propres détracteurs, eh bien, nous en avons encore à faire. C'est-à-dire, ce genre de conférence, nous continuerons de le tenir même dans 10 ans. Il faut prendre conscience qu'on est une force, mais il faut prendre conscience également de ce que l'on est et de nos faiblesses sur lesquelles nous devons travailler et faire avancer les choses. Que l'un des grands défis, c'est que la télévision promeut. La télévision a besoin de la jeunesse, de nouveaux visages. Il faut rager à l'après-télévision. C'est souvent des drames de voir que des grandes vedettes vous disent « Vous nous retirez de la télévision, qu'est-ce qu'on devient ?» C'est des questions très importantes, puisqu'elles sont encore en âge de travailler. Il faut leur trouver de la place. Mais tout le monde veut rester à la télévision. C'est parce que dans notre modèle, dans notre mode de fonctionnement, nous n'avons rien proposé après la carrière à la télévision. Quel est le plan pour ces jeunes hommes, ces jeunes dames qui ont donné de leur jeunesse, qui ont donné de leur énergie, qui ont donné de tout leur potentiel pour que tous les jours, nous les ayons dans nos salons, en train de soit animer une émission ou soit donner des informations aux différentes tranches d'informations. Aujourd'hui, c'est des drames que nous gérons. Il faudrait qu'en tant qu'entreprise publique et chaîne de radio-télévision d'État, que nous puissions avoir également un plan de carrière pour ces femmes, comment les reconvertir pour qu'elles trouvent leur place et continuent de nous faire bénéficier de leur expérience. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, ce sont des grandes formatrices. Avoir fait 30 ans à la télévision, ce n'est pas rien. 25, 15 ans, ce sont des personnes d'expérience. Et donc, ce sont toutes ces thématiques et ces problématiques qui sont là à notre table, que nous sommes en train de gérer. Et pour vous, plus jeunes, je vous le dis, vous venez à la télévision particulièrement, ayez un plan B pour la continuité de votre carrière. Parce que vous avez étudié à l'IFASIC, vous avez choisi un média qui est la télévision, et bien par la suite, dites-vous bien, après 10 ans de télé, 15 ans, il faut passer le flambeau, il faut céder sa place. Mais qu'est-ce que l'on devient? Très peu de femmes y ont réfléchi et y réfléchissent. Je me dis, c'est une opportunité pour vous qui êtes en formation ou qui travaillez déjà pour certaines, d'y penser. Et même pour les jeunes hommes. Je l'ai dit, la télévision, c'est la jeunesse. Je vois Zoom Echo. Ce n'est pas l'honorable qui passe, ce sont les jeunes dames de l'IFASIC, très jeunes, qui passent à la télévision. Et donc, réfléchissez-y lorsque vous venez et vous faites des choix. Ici, pour terminer, je voulais toucher un mot par rapport au thème national qui parlait du numérique. Le constat que nous faisons aujourd'hui lorsque nous observons les posts et les différentes vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook, c'est que nous n'avons pas compris de leur utilité. J'ai fait un constat surtout par rapport à TikTok. Vous les jeunes et surtout les femmes, vous prenez un extrait posté sur TikTok, par exemple de la France, on vous montre des astuces de cuisine, comment ranger sa maison, comment nettoyer une tache sur un vêtement. Donc on vous donne des astuces et des conseils. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous exposons. Et généralement, lorsqu'on passe sur TikTok, les jeunes, c'est beaucoup de sexe. Beaucoup de sexe. Et c'est déplorable. Aujourd'hui, on est jeune, on a 18, on a 20 ans, on se dit que c'est rien.
Mais dites-vous bien que tout ce que vous mettez en ligne est conservé. Plus tard, ces images peuvent rebondir. Qu'est-ce que vous en ferez? La même chose sur Facebook. Certains en ont fait leur salon. On les voit le matin se réveiller dans leur lit, prendre leur douche, se maquiller, manger, aller au cours, dans des fêtes et tout ça. Toutes ces informations personnelles que vous mettez en ligne, savez-vous ce qu'on en fait? En avez-vous le pouvoir, une fois en ligne, une fois diffusé, mise à la disposition de tout le monde à travers le monde, et permettez-moi la tautologie, vous n'en avez pas la maîtrise. Et donc, un conseil, chers étudiants et étudiantes, on est jeunes, tous ces outils vous sont donnés gracieusement, juste grâce à un téléphone, vous pouvez faire des merveilles, mais en même temps, vous pouvez condamner votre vie. J'ai vu de nombreuses filles pleurer alors qu'on les voyait sortant d'une douche, se mirant sans rien. L'image fait le tour des réseaux sociaux et puis on voit, ce n'est pas moi. Chers amis, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais tout le monde sait que c'est vous. Comment vous acceptez de vous filmer comme ça et d'envoyer à une copine ou d'envoyer à un ami? Mais ce téléphone, on peut le perdre. Ce téléphone, on peut l'oublier sur une table. Vous pensez qu'on va le garder pour vous? Premier réflexe de tout le monde, c'est à qui? On regarde, s'il n'est pas codé, eh bien, la personne qui le ramasse a accès à toutes vos données personnelles. Et c'est ce que nous faisons systématiquement. Ici, c'est une interpellation, mesdames. Une interpellation, messieurs. Vous êtes jeunes. La vie privée est à préserver. Ce n'est pas parce que nous avons aujourd'hui autant de facilités via les nouvelles technologies que nous devons nous exposer et nous mettre en scène aussi gracieusement. Parce qu'ailleurs, les gens gagnent de l'argent pour ça, mais pour vous, vous aurez gagné en ridicule, vous aurez perdu la réputation, et en même temps, vous allez attirer l'opprobre sur les vôtres, la famille, les gens qui vous aiment, et peut-être un fiancé qui était quelque part, qui vous quittera juste parce qu'un jour, vous vous êtes permise toute seule à vous filmer, et vous avez oublié le téléphone, c'est mis en ligne. Il n'y a pas que vous, mesdames, messieurs. On l'a vu également avec les politiciens. On l'a vu également ici à Kinshasa comme ailleurs dans la République. Donc c'est une interpellation. Le thème n'est pas mal posé, le thème national. C'est juste pour dire, faisons attention. Tout ce qui nous est donné, c'est bien, mais sachons comment les utiliser à bon escient. Je terminerai mon propos pour dire, ici c'est un appel, on est dans une école de journalisme, tout ce que nous faisons et disons ici, c'est à la fois pour les femmes et comme pour les jeunes hommes. Ce sont des matières, je l'ai dit, vous avez de la chance d'en parler, nous on n'a pas eu cette chance, vous en avez aujourd'hui. On a même fait de mois de mars un mois pour la femme, et donc c'est des sujets que vous entendez, n'hésitez pas à en profiter. Lorsqu'on vous emmène des personnalités ici, n'hésitez pas à poser des questions pour en savoir plus et permettre à ce que vous gagnez en connaissance. Voilà, mesdames et messieurs, chers Ifaciens, Ifaciennes, mon petit propos sur mes expériences de vie. Merci. Si ces femmes qui sont dans votre entreprise sont des compétentes, et si cette compétence est perpétuelle, quelle est la solution que nous pouvons proposer pour les femmes, pour les équipes?
des entreprises de presse, il n'y a pas assez de femmes qui occupent les grands postes. Et j'aimerais savoir si c'est parce que les femmes compétentes, vous n'en trouvez pas, ou c'est juste parce que vous ne faites pas place aux femmes. Madame, vous êtes directrice et le PCA de votre entreprise, la RTNC, est un homme. Le directeur général adjoint est un homme. Comment vous sentez-vous gérer 3500 personnes et être au milieu des hommes? La prise des décisions, la pression, comment vous sentez-vous? On ne peut pas parler d'incompétence lorsque vous avez des femmes qui ont 5, 10, 15, 20, 30 ans de carrière. On finit par acquérir de l'expérience à force de faire les mêmes choses. Donc on ne va pas dire que l'incompétence fait partie intégrante de ces femmes. Non. Ce sont des femmes qui ont un parcours universitaire. Et non seulement le parcours universitaire, c'est des femmes d'expérience. Elles ont une expertise à montrer, n'est-ce pas? On leur donne le pouvoir, c'est parce qu'elles n'ont pas le pouvoir pour faire avancer leurs causes et leurs conditions. On m'a demandé tout à l'heure, 3500 personnes, comment nous faisons? Dites-vous bien, lorsqu'on dit que nous gérons 3500 personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont en contact permanent avec ma personne. C'est une entreprise qui a des services, des directions provinciales. Donc, à notre niveau, nous n'avons que les rapports qui nous parviennent. Et nous intervenons directement lorsque cela requiert notre pouvoir. Mais sinon, pour le reste, les directions fonctionnent en totale autonomie et viennent vers nous lorsqu'il s'agit d'une décision qui va impacter la vie de l'entreprise. Sinon, pour le reste, je viens de passer 3 heures ici. La chaîne n'a pas arrêté de fonctionner. Il y a du monde, n'est-ce pas? On nous a confié le leadership de cet établissement public, mais on ne nous a pas demandé de remplacer chaque agent, on ne nous a pas demandé de remplacer chaque directeur. Donc il y a tout un organigramme qui est en place avec des hommes et des femmes qui quotidiennement assument leurs tâches et nous ne voyons que le résultat. Et comme je l'ai dit, c'est lorsque il s'agit de recueillir notre avis que les informations remontent vers nous. Mais sinon, pour le reste, la gestion quotidienne est faite telle que les services fonctionnent et voilà quoi. Je ne suis pas la seule commande. Il y a un directeur général adjoint, il y a un conseil d'administration avec un président du conseil qui lui gère la politique, donne les orientations pour que nous fassions fonctionner l'entreprise. Prière de nous aider pour que